Bonjour les négresses vertes. Bonjour. Bonjour. Salut Steph, salut Polo. Bonjour. Bienvenue à Nogent-sur-Oise. Merci. C'est la première fois que vous venez dans l'Oise pour votre tournée ou même par celle d'avant Dans l'Oise pour cette tournée-là. Pour cette tournée-là, je crois bien que c'est la première fois, oui. Ouais. Et la première fois que vous venez dans l'Oise, c'est à Nogent. C'est pas mal pour nous, c'est la classe. Ah, c'est bon. D'accueillir les négresses vertes pour leur première fois sur les terres oisiennes. Alors dans cette interview, on va parler de votre concert de ce soir au Château des Rochers, organisé par l'association NSO Productions. On va aussi parler de votre carrière, ce que vous avez fait depuis 1989 pour le premier album Mla. Et puis on va parler de pas mal de choses pour essayer de vous découvrir tant vous deux que le groupe à travers vous. Alors d'abord, il faut dire pour les gens qui vous découvrent, parce qu'on va parler de ça tout à l'heure, le fait qu'il y a tout un nouveau public qui vous découvre à travers cette tournée. Le groupe Les Négresses Vertes, il a été formé dans les années 80. Vous avez connu le succès très rapidement avec votre premier album Là. Il y a des titres emblématiques qui figurent sur ce premier album, qui est sorti en janvier 89. Zobi la mouche, Voilà l'été, la danse des négresses vertes, ce sont les mélodies méditerranéennes, manouche, rail et même guinguette qui sont gravées sur ce premier album. 30 ans comme là est sorti donc, pour ceux qui ont fait le calcul, un anniversaire immanquable pour votre producteur mais aussi pour Mimiche, le trompettiste, qui vous ont lancé l'idée d'un retour sur scène. Est-ce qu'on doit comprendre alors, Polo et Stéphane, qu'en 2021, vous allez reprendre la route pour les 30 ans de famille nombreuse ou pourquoi pas, Inch'Allah, si la santé est là, en 2029 pour les 30 ans de Trabendo, votre troisième album. Alors ça, je sais pas. Polo, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que pour les 30 ans du dernier album, c'est peut-être un peu beaucoup, peut-être là. Ouais. Mais bon, non, mais pour déjà on fait les 30 ans de Mla, il y a déjà pas mal de travail. C'est déjà du boulot, et puis on verra l'avenir. Hein. Stéphane ? Oui, 30 ans de Mla, c'est... on voulait marquer le coup en fêtant l'anniversaire de Mla, quand même un album qui dure 30 ans avec des chansons comme tu as citées, qui sont largement sorties du cadre des Négresses Vertes, sont devenues les chansons que tout le monde connaît. Donc nous, il nous tenait à cœur de chanter ça et en même temps de faire un retour par ce biais-là. Après, on va pas faire des anniversaires pour tous les albums. Voilà. Ce serait un peu... c'est pas la stratégie, on va dire. Non, c'est pas la stratégie, là. Là, c'est la stratégie, s'il y en a une, c'est de prendre du plaisir dans nos retrouvailles avec le public. Pour le public, on a bien pris soin de faire un retour... on fait pas les plateaux télé, on fait pas... On va pas dire, on n'est pas allé dire vous allez voir ce que vous allez voir, on a vraiment fait un retour pour le public et pour nous-mêmes aussi. Et notre tournée, il s'avère qu'elle marche bien, donc on est vraiment content. Vous êtes sur les routes depuis début 2018, je crois, c'est ça ? Donc oui. C'est une grosse tournée. Oui. Et donc vous sillonnez un petit peu la France et même les pays francophones frontaliers. Même les pays qui ne sont pas francophones. Hein. Et même les pays qui ne sont pas francophones. Dans le cadre de cette tournée. L'Angleterre. D'accord. Oui. L'Angleterre, là, on va aux États-Unis, on arrive d'Espagne récemment, là, donc on va partout. Hein. Les négresses, c'est justement ça, c'est que malgré le fait qu'on chante en français, l'énergie qu'on a dans nos chansons, c'est le langage universel qui fait que les gens comprennent malgré tout ce qu'on a à dire. C'est ça, un langage universel et un succès à l'international qui n'est pas d'aujourd'hui. Vous avez vendu quand même 350 000 albums à l'international. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, oui. Mais peut-être qu'il y en a qui continuent de se vendre aujourd'hui. Ah bah oui, il y a une réédition en vinyle de Mla, donc pourquoi pas. Mais justement, tu me disais, Steph, que la musique, le message que vous portiez était un petit peu internationalisable. Mais moi, je me posais quand même la question parce que vous avez des musiques joviales, légères, mais des paroles profondes, parfois même sinistres. Est-ce que vous ne pensez pas que cette dichotomie parole-musique n'a pas freiné la diffusion internationale de vos morceaux? Au contraire, moi je dis. Ouais. Moi je dis au contraire, c'était justement, si tu as des paroles tristes et tu mets une musique triste, à la fin de la chanson, tu prends le flingue et tu te mets une balle dans la tête, quoi. Je veux dire, c'était une façon ce paradoxe entre les paroles et les musiques des négresses, ça a été toujours à la fois notre marque de fabrique, mais aussi une façon finalement de voir avec légèreté les sujets graves. C'est ça. Et à l'international, ça nous a pas du tout freiné. Non, pas du tout.
Au contraire, parce que c'était, je te dis, les mecs, c'est pas trop sur le fond des paroles qui sont enthousiasmés pour nous. Je dirais plus pour l'énergie et puis pour l'image qu'on développe aussi. On a une image assez française, Paris, l'accordéon, les guitares, machin, la casquette. Et puis pour eux, c'était, tu vois, une forme d'image gravée comme ça. Quand tu vois un film américain, même en 2020, tu as toujours un mec en vélo avec un tricot marin. Je veux dire, un air d'accordéon derrière, c'est une image Vous récurrente comme exportiez ça. un petit peu Voilà. la chanson française à votre façon, Voilà. à l'international. C'est vrai que ça a bien marché partout dans le monde, les Négresses Vertes à l'époque. Allez, on revient sur les projets à venir. En 2018, vous avez annoncé qu'il n'y avait pas pour l'heure de nouvel album des Négresses Vertes dans les tuyaux. J'ai bien compris que dans votre philosophie, c'était pas trop... Vous vous projetez bien sûr, parce que c'est votre vie professionnelle, la musique, mais vous n'êtes pas dans une stratégie, etc. Toutefois, puisque c'est sur les routes, dans le car, que vous avez écrit et composé vos plus grands morceaux, est-ce que cette nouvelle tournée a réveillé votre inspiration et est-ce qu'elle donnera naissance à un 5e album, 18 ans après Acoustic Clubbing? Ça, on sait pas. On sait pas. C'est à dire. C'est, si tu veux, tu vois, c'est vraiment. Là, on vit vraiment la tournée au jour le jour. Pour nous, on était parti pour faire une tournée pour célébrer. Donc, comme là, on s'était dit, on va faire 40 concerts sur 2 ans. On va faire 40 concerts la première année, 40 concerts la deuxième année. Et pour nous, ça nous allait bien. C'est une façon de célébrer, etc., retrouver le public. Il s'avère qu'en un an, on a déjà fait 120 concerts là. Et que la tournée se prolonge. On a signé hier soir avec notre producteur pour aller jusqu'à la fin 2020 là. Alors évidemment qu'on est des musiciens, on s'interdit rien. Mais on s'est pas dit non plus, la tournée marche, c'est l'aubaine pour faire un album. Et aujourd'hui, les gens ils consomment la musique différemment. Et l'époque a bien changé par rapport à il y a 30 ans en arrière. Donc nous, on se projette pas aussi loin. Évidemment, on a une guitare qui traîne au fond du bus. Ouais, on s'interdit rien non plus. Hein. Voilà, une connerie récurrente, on a coupé les refrains. Et puis on verra bien. Mais voilà, si ça vient, ce sera super. Si ça vient pas, ce sera super quand même de faire tout ce qu'on fait. Ouais, donc pour l'instant, parce que ça, c'est moi, j'ai regardé, je me suis documenté, j'ai regardé les interviews que vous aviez données en 2018. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'après un an quand même de tournée, ils ont vécu des moments forts dans le car, oui. Et peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu qui commence à mûrir, mais toujours pas... pas encore, on n'est pas pressé à ce niveau-là. Je te dis, d'abord, c'est du boulot de faire tout ce qu'on fait, des concerts, les enchaîner les uns derrière les autres. Et on verra bien, on sait pas, le meilleur moyen de rater ton coup, si tu veux, ce serait justement de projeter comme ça quelque chose et puis trop l'annoncer. Et puis de mettre une pression inutile à nos yeux aujourd'hui, quoi. Donc pour l'instant, c'est finir en beauté la tournée, qui pour l'instant n'a pas de date de fin officielle. Voilà, tant qu'on y est, on y reste. Alors Polo, Steph, vous le disiez, cette tournée, vous la faites pour le public, pour les gens. Vous avez pas mal bourlingué en festival pendant cette tournée, on peut le dire, hein, tu me parlais de 120 dates rien que la première année, pas que des festivals bien sûr, mais pas mal de festivals, les Vieilles Charrues, etc. L'occasion bien sûr pour vous de retrouver votre public, de célébrer le 30e anniversaire de Mla, mais aussi de rencontrer un nouveau public, et réciproquement. Comment est-ce que vous avez perçu l'accueil de ce nouveau public, en partie plus jeune, Polo ? C'est toujours intéressant, c'est toujours valable d'avoir un nouveau public. C'est-à-dire que c'est un public qu'on s'imaginait pas vraiment, en fait. On s'attendait pas à ce qu'ils connaissent aussi bien les textes, à ce en fait, ils nous découvrent en live, mais ils nous découvrent pas en disque. Apparemment, ils ont déjà écouté pour la plupart la musique des Négresses Vertes. Mais il y en a dans les festivals. Les festivals, c'est fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent voir un groupe et qui en voient un autre, et voilà. Et donc, du coup, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous avaient jamais vus, qui nous ont vus pour la première fois, et même jamais entendus, qui nous ont entendus pour la première fois en festival. C'est le bon côté du festival.
Toi, Steph, comment tu l'as vécu cette rencontre avec de nouvelles personnes? Ben, un peu comme ça aussi, je veux dire, c'est une aubaine pour nous de jouer dans les festivals avec des têtes d'affiche qui sont des groupes plus jeunes que nous, évidemment, qui drainent un public, qui nous connaissent parce qu'ils soit ils ont entendu au supermarché, soit c'était le groupe de leurs parents ou choses comme ça, et qui nous découvraient en fait, ils nous découvraient en live, comme disait Polo. Et moi j'ai eu une phrase qui m'était venue un jour, c'était justement à Étaples. On fait le concert à Étaples et tout ça, et puis il y a deux jeunes, j'allais dire deux gamins, bon, ils avaient 25 ans, ils viennent vers nous, ils nous font « Purée, les négresses et tout, c'est super, vous jouez en vrai ». Et ça, je trouve que c'était le meilleur, une façon j'ai trouvé cette parole vraiment, vraiment bien. Voilà, on joue en vrai, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont perçu de nous. Après, bon, voilà. Le public aujourd'hui, voilà, ils aiment d'autres choses que nous, c'est normal. Nous, quand on avait 25 ans aussi, on aimait des choses de notre âge. Mais c'est bien qu'ils aient pu nous découvrir et peut-être partager pour certains d'entre eux, comme je disais, qui avaient dont les parents avaient le disque à la maison, ils peuvent dire maintenant, ouais, moi aussi j'ai vu les Négresses Vertes, papa, t'avais quand même bon goût, quoi. Ouais. Ou maman. Votre musique est assez intemporelle. Elle a même bien vieilli, j'ai envie de dire. Parce que d'un point de vue commercial, c'est quelque chose qui passe toujours à la radio. Je pense à Voile à l'été, quand même. Passez pas que sur Nostalgie. Et puis aussi d'un point de vue musical, on a l'impression que ça a été écrit, pas forcément volontairement, mais pour que ça dure aussi, ces morceaux. Et puis il y a l'actualité aussi, malheureusement, qui fait que les paroles sont toujours, pour certaines, en adéquation. Je pense à Il, avec l'actualité. Exactement, une chanson comme Il, voilà, aussi, je pense que le public jeune aussi qui a découvert la négresse a découvert aussi, par résonance comme ça, des thèmes qui restent d'actualité aujourd'hui, qui étaient à l'époque Il, voilà, c'était 88-89, c'était Mitterrand, et Mitterrand avait dit, dans 3 mois, il n'y a plus de SDF dans la rue, quoi. Je veux dire, on est 30 ans après, il a vachement réussi, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est quelque chose qui résonne toujours aujourd'hui. Polo, Steph, Polo, nos futurs. Ça vous parle? Ah oui. Ouais, c'est nos 20 ans, ça. Ouais. Nos futurs, c'est aussi un peu le thème en filigrane dans les paroles d'Elno du premier album. Ouais. C'est nos futurs comme esprit, quoi. Je veux dire, quand on regarde bien les paroles de Mla, même de Voilà l'été. C'est nos futurs pour le mec. Voilà l'été, c'est une chanson qui est célébrée chaque été. C'est l'été, c'est le soleil. Mais en fait, quand tu lis les paroles, c'est un mec qui est coincé à Paris et qui maudit la terre entière. Que lui, il est coincé. Du coup, il dit ouais, partout d'ailleurs, c'est de la merde. Je veux dire, c'est voilà. Et un côté nos futurs comme ça. Et Maria, enfin, il y en a plein dans les chansons de Négresse. C'était vraiment quelque chose pour nous. C'est par là qu'on est venu à la musique aussi, par le punk. Ouais, ça c'est votre jeunesse, l'esprit punk. L'idéologie punk aussi? L'idéologie, je sais pas s'il y en avait une d'idéologie justement, parce que punk c'était justement un mouvement en soi qui était voué à disparaître. Ouais. Parce que c'était une urgence, et dans l'urgence il n'y a pas de futur, il y a nos futurs. L'idéologie punk, en tout cas, c'est quelque chose qui a existé et qui existe toujours, qui est toujours reconnu. Oui. J'étais pas expert en la matière, donc je suis allé me documenter sur cette fameuse idéologie punk, et j'ai découvert qu'en fait, il y avait 7 concepts fondamentaux. Je vais vous les présenter d'abord. Le premier, c'est l'existentialisme. C'est l'exclusion de toute forme de transcendance, de croyances religieuses, de théologie. Le deuxième, c'est l'anarchisme, le refus de l'autorité dans l'organisation sociale et de toute contrainte découlant des institutions. L'individualisme qui tend à privilégier les droits, les intérêts et les valeurs de l'individu par rapport à ceux du groupe. Quatrièmement, l'anti-autoritarisme, c'est un pan de l'anarchisme. L'égalitarisme, le nihilisme et l'antiracisme. 7 concepts fondamentaux du punk, de l'idéologie punk. Je vais vous montrer à chacun à votre tour ces 7 cartons sur lesquels sont inscrits les 7 concepts fondamentaux de l'idéologie punk. Et vous allez me dire, à chacun à votre tour, si vous adhérez toujours à ces concepts, à ces valeurs. Okay. Le premier, c'est l'existentialisme. Yes. Polo, qu'est-ce que ça veut dire pour toi,
par rapport à la définition que j'en ai donnée. Est-ce que c'est un concept auquel tu adhères? C'est quelque chose, c'est essentiel un peu, c'est quelque chose qui nous fabrique depuis notre début, depuis notre jeunesse, quoi. Pas de croyance religieuse particulière, Non, c'est quelque chose non. que tu exclus Moi, je suis athée, Ouais. bien sûr. Steph? Oui, l'existentialisme, c'est quelque chose qui nous a motivés à l'époque. C'était surtout de raconter dans les chansons, parler de soi aussi, l'existentialisme. C'est ramener des choses, plutôt que de raconter des histoires avec des tierces personnes, c'était raconter son histoire. C'était aussi cette façon-là de vivre l'existentialisme. Ok. Deuxième carton, c'est l'anarchisme. Alors, Steph? L'anarchie, moi, je veux dire, ça continue d'exister pour moi. Quand je vois, par exemple, pour parler, je vois l'offre politique aujourd'hui, je suis ni de droite ni de gauche, mais je suis profondément énervé. Ouais. Donc, anarchie in the UK. C'est une anarchie Douce. douce, pacifique. Douce, mais Est-ce que c'est pas pacifique, antinomique? oui. Non, mais l'anarchie, c'était pas non plus... Anarchie, ça veut pas dire le bordel partout, à cramer les bagnoles, machin. Aujourd'hui, je veux dire, c'est une façon de... Voilà, je pense que pas être le seul anarchiste, quand on voit qu'aujourd'hui, ou demain, il va y avoir 40% des gens qui sont censés voter pour un droit acquis de haute lutte, qui vont pas s'exprimer. Peut-être il y a une forme d'anarchie aussi quelque part là-dedans. D'accord. Polo? Ouais, Stéphane a raison. Et puis l'anarchisme, c'est aussi c'est l'ordre sans le pouvoir. Hein. Ouais. C'est pas le bordel non plus. D'accord. C'est un mot qui a été un peu galvaudé. Quand on parle d'anarchie, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est tout de suite c'est l'anarchie, le chaos. En fait, on fusionne chaos et anarchie, alors qu'en fait, c'est pas rien à voir. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Le troisième, c'est l'individualisme. Donc c'est privilégier les droits, les intérêts, les valeurs de l'individu par rapport à ceux du groupe. Polo? Ouais, de toute façon, ce qui forme un groupe, c'est des individus. Donc l'individualisme, je pense qu'il a son importance pour le bon fonctionnement d'un groupe, pour le bon fonctionnement d'une équipe. Ouais. C'est inévitable. Steph? Moi, je dirais l'individualisme, mais d'une certaine manière. Pas pour amener tout à soi, mais moi j'ai très peur de la masse en fait. L'autre fois, je regardais un reportage en Chine où les gens sont perçus comme une masse. Il n'y a plus d'individus, il n'y a qu'une masse de gens. C'est effrayant ça. Je veux dire, nous on est justement des individus chez nous, mais on peut faire bloc. Mais l'individualisme, voilà. Après l'individualisme, se regarder son trou de balle tous les jours, c'est pas non plus ma tasse de thé, quoi. Voilà, donc tu fais bien la distinction, individualisme qui correspond à la définition citée, et égocentrisme. Exactement. Ah, c'est ça, égocentrisme en fait. L'anti-autoritarisme. Alors je vous avoue que c'est un mot qui n'existe pas, c'est anti-autoritaire, mais j'ai dû le mettre dans la forme de tous les autres. Steph? Moi je pense que l'autorité, les gens qui en ont, ils n'ont pas besoin de faire de l'autoritarisme. Donc voilà, ma réponse. Je pense que c'est une surexpression de l'autorité, l'autoritarisme. Oui, moi je pense que c'est ça, oui. Faire preuve d'autoritarisme, c'est le plus souvent possible, c'est avoir un retour de manivelle en pleine gueule, quoi. Je pense que l'autorité, c'est quelque chose de sain, mais l'autoritarisme, non. Et donc tu adhères plutôt si bien. Pour l'instant, là, vous êtes à fond sur l'idéologie punk, j'ai l'impression. Ouais, mais non. Modéré peut-être avec l'âge, ça s'est adouci, mais quand même, vous êtes quand même dedans. L'égalitarisme. Steph? C'est bien l'égalité. C'est marqué sur le fronton de nos mairies. C'est des gens qui sont morts pour ça. C'est une vraie lutte. Aujourd'hui, quand on voit l'égalité, ce qu'on en fait, et surtout l'égalité, on dit, on tire. Si ça équivaut à tirer les choses vers le bas, je suis pas pour. Moi, l'égalité, je la pense vers le haut. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'on doit être égalitaire, c'est avoir des ambitions, se donner les moyens de réaliser, et il y a tout ce qu'il faut ici pour réussir ça, quoi. L'égalitarisme en soi, j'aime pas. L'égalitarisme, ça fait peur, quoi. Ouais. C'est l'égalité poussée à l'extrême. Voilà, mais ça existe. Je pense que la nature n'est pas l'égalité. Ouais. La nature, je veux dire, t'as une souris, t'as un chat, oublie l'égalité, tu vois. Polo?
Ouais, Steph a tout à fait raison. Et l'égalitarisme, il ne faut pas que ça devienne l'uniformisation Des individus. des individus. Et c'est justement à l'opposé, quoi. L'avant-dernier, c'est le nihilisme. Alors là, c'est un concept controversé parce qu'on parle à la fois de nihilisme pour les étudiants rebelles de 68. Aujourd'hui, on parle aussi de nihilisme pour les terroristes islamistes. C'est quoi votre définition du nihilisme, Steph? Notre nihilisme à nous, à l'époque, c'était quelque chose de moins sauvage, de moins... je veux dire, Elno, c'était le plus nihiliste d'entre nous. Ça, c'est clair et net, quoi. Et d'ailleurs, il en est mort. Ouais. Moi, le nihilisme, je comprends ça comme voir tout en noir, rejeter, se faire du mal, mourir. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Ouais. Aujourd'hui, avec la boutanche, tu vois, j'ai mis de l'eau dans mon vin, comme on dit. Ouais. Polo? Oui, là, moi, je suis d'accord avec ça. Le nihilisme, ça doit pas être quelque chose qui est d'obscur. Ouais. Voilà, quoi. C'est l'obscurantisme, les nihilismes, selon la façon dont on l'utilise. Et puis à l'époque, le nihilisme punk, c'était... à l'époque, il y avait des groupes, tout le monde, les groupes, c'était les mecs, ils étaient là, il y avait le solo interminable, les super musiciens, machin. Ça te semblait être inaccessible de devenir un groupe de rock. Les punks, ils ont apporté un truc à travers le nihilisme, c'est par rapport à ça. Pas besoin de savoir jouer, machin, pour avoir quelque chose à dire. Tu vois, c'était une forme de rejet de groupes qui étaient là, qui étaient établis, etc. Et les punks sont arrivés, ils ont mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Ok, c'est aussi une forme du coup, là, ce que tu me décris, d'anti-autoritarisme. Ah bah complètement, voilà, c'était tout ça à la fois. Transgression. Et le nihilisme, on détruit aussi cette image du musicien surdoué, machin, les cheveux longs, tu vois, on arrive, on joue 3 accords et on est expressif. Le dernier concept de l'idéologie punk, c'est l'antiracisme. Alors là, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment pas seulement dans l'idéologie punk, l'antiracisme, mais ça en fait partie, c'est fondamental de cette idéologie. Polo, qu'est-ce que ça t'exprime et est-ce que toi, tu milites contre le racisme? Ouais, chaque jour, le fait de parler à tout le monde, de pas avoir de... voilà, l'égalitarisme, il y a ça aussi, hein, je veux dire... L'antiracisme, c'est que, pour moi, le racisme, c'est le pendant de l'imbécilité, de l'idiotie, de la non-intelligence, quoi. C'est vraiment le pendant de ça, quoi, l'antiracisme. Enfin, moi, je pense que le racisme, c'est quelque chose qui ça devrait même pas apparaître, ça devrait même pas exister. C'est quelque chose. Pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose de négatif, quoi. Steph. Ouais, l'antiracisme, nous on s'appelle les négresses vertes. C'était notre façon à nous de dire, les gens ils disaient, ouais, les négresses vertes, c'est quoi ce nom et tout. Aujourd'hui, imagine un groupe qui s'appellerait les négresses vertes. Ils se prendraient dans la gueule toutes les ligues antiracistes, finalement, qui ont complètement perdu le fondement de leurs propos, quoi. Parce que on peut même plus être de second degré, quoi. Comme nous, on l'est. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ça qui fait peur aussi. Parce que les mots sont connotés aussi. Parce que les mots, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils s'arrêtent comme ça à des... Nous, on a très peu de retours de gens qui disent ça. Mais j'en ai vu quelques-uns qui disent « Ouais, mais c'est quoi ce nom-là? Ces mecs-là, on devrait les foutre en prison et tout. » C'est parce qu'ils vous connaissent pas et c'est parce que le mot négresse hors contexte, aujourd'hui, est une injure. Oui, mais notre antiracisme à nous, si tu veux, c'était un antiracisme qu'on exprimait dans les chansons, dans du positif. Ouais. Dans la chanson, on dit, dans la danse des négresses vertes, on dit du colorant dans les éprouvettes pour des bébés à tête de fête. Il y en a marre de figures blondes, vos couleurs sont vos problèmes. Je veux dire, il y en a marre, quoi, de tous ces trucs-là. On n'est pas... c'était pour nous une façon
notre manifeste antiraciste, il est dans la chanson. Il n'est pas dans, on n'est pas, nous, en front line des manifs antiracistes. D'ailleurs, à ce propos, la première fois qu'on avait participé à SOS Racisme, j'avais jamais vu un truc aussi raciste que ça, quoi. Ouais. On jouait à la place de la République, et t'avais d'un côté les Renois, de l'autre côté les Rebeux, et les mecs ils se balançaient des pétards les uns sur les autres. Je veux dire, et puis derrière, dans les loges, t'avais les huiles qui étaient là, ouais, tu comprends, on a fait un truc, c'est super, touche pas à mon pote, machin, mais c'était n'importe quoi. C'est pas ça l'antiracisme. C'est surtout pas quelque chose d'officiel. C'est un écran de fumée. Ouais, bah, complètement. L'antiracisme, c'est chacun sa vie au jour le jour, son ouverture sur les gens, quoi. Ouais. Alors, je rebondis juste 2 secondes sur le nom Les Négresses Vertes. J'ai bien compris en lisant vos interviews, en les écoutant, que le vert des Négresses Vertes s'était associé à la danse des Négresses Vertes. Ça, c'est la version, c'est une version. Il y a une deuxième version, c'était suite à une altercation que vous aviez eue, quelques membres du groupe avaient eu dans un bar, dans un bal des pompiers de Paris, qui leur avait dit, des pompiers tout court, pas de Paris, qui leur avait dit, bon, sortez de là, les Négresses Vertes avec vos crêtes de punk, machin, les crêtes vertes. Mais j'ai pas compris pourquoi le mot négresse. Ça, c'est plus le côté la danse, du coup, en fait, c'est ça, c'est un mix des deux, Polo ? Ouais, c'est un mix des deux, mais les négresses, c'était aussi quelque chose pour nous, c'est pas péjoratif, quoi. C'était quelque chose d'assez beau, moi, je trouve ça plutôt... C'est un mot qui se disait, négresse, c'était pas dans les années 80. Ouais, c'était pas un mot absolument pas, c'était pas péjoratif, et pour moi, ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Voilà, quoi. Donc, non, puis l'associer à la couleur verte, c'est d'autant plus intéressant, pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'antiracisme, c'est une évidence, quoi. Je vous pose une dernière question avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter un bon concert ce soir. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Steph, c'est les élections européennes qui font l'actualité. On enregistre cette interview samedi, c'est demain dimanche les élections européennes. Les citoyens européens vont choisir leurs nouveaux eurodéputés. Est-ce que vous allez aller voter demain, Steph ? Oui, moi je vais aller voter, oui. Ouais. Aussi, ouais. Oui. Polo ? Ouais. Oui, mais nous on est européens au-delà de leur mascarade politique. Les gens en Europe sont tous des Européens. Les gens, ils ont bien compris, je parle des gens communs, nous tous, quoi. On a bien compris que l'intérêt qu'on avait de pouvoir prendre sa bagnole, d'aller d'un pays à l'autre, nous dans notre boulot et d'autres dans leur boulot, et que la mascarade politique organisée qui voudrait qu'on soit tous complètement différents les uns des autres, ça les gens ils l'ont intégré. On a intégré aussi la paix qui est là depuis 70 ans. Nous on était, notre génération à nous, vous êtes la génération d'après, mais notre génération à nous, on a été les premiers qui à 20 ans sont pas allés faire la guerre depuis X temps, quoi. Je veux dire, ça c'est... 70 ans que l'Europe n'a pas connu la guerre. Ben voilà. Déjà, ça c'est la plus grande victoire. Après, l'Europe, des bureaucrates, des décisions là, des mecs qui ont jamais mis le pied dans la pêche et qui donnent leur avis sur tout. Là, c'est casse-gueule. Le danger il est là. Il faudra que les mecs ils se ressaisissent. Mais les gens, on a tous compris qu'on avait intérêt à être ensemble. Vous êtes tous les deux des Européens convaincus. Bah, on l'est par essence. Ouais. On n'a même plus à être convaincus, on le vit. Polo, Steph, merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Je vous souhaite un bon concert ce soir sur la scène du Château des Rochers. Ce concert organisé par NSO Productions, brillamment organisé. Et puis, bonne route pour votre tournée 30 ans de MLA, l'anniversaire. Merci à toi, merci à nos gens. À bientôt, salut. Merci. Salut les Négresses Vertes.